pour illustrer ces idées d'une manière un peu plus concrète, faire avec vous le tour du zodiaque. Et vous montrer la chose suivante, c'est que le système astrologique est quelque chose qui forme une totalité cohérente, qui forme un tout. Donc c'est pas un truc qui a été un amalgame historique. C'est-à-dire on n'a pas dit, tiens, il y a le bélier qui est arrivé, après on a rajouté les planètes, après on a rajouté les maisons, etc. C'est le fruit d'une construction dès le départ, dans l'histoire. Alors en fait, probablement vers l'an 1000 avant notre ère, il y a des études qui ont été faites là-dessus, qui ont montré que le zodiaque tel qu'on le connaît actuellement, si on le réfère, enfin par rapport à des données astronomiques, il a été construit à peu près il y a 3000 ans. Oui, merci. Je ne vais pas faire cette théorie-là, mais simplement vous montrer en quoi l'ensemble des signes du zodiaque forment une totalité. Le bélier, premier signe du zodiaque, représente c'est l'équinoxe de printemps. Donc la force du soleil va commencer à croître. À partir du 21 mars, les jours vont devenir plus longs que les nuits. Vous avez deux grandes forces qui organisent le zodiaque, la force de jour et la force de nuit, la lumière et l'ombre. La lumière va dans le sens d'une différenciation, parce qu'il y a de la lumière dans cette pièce, on voit tous que chacun est unique et qu'on est tous différents. Et l'ombre va dans le sens d'une harmonisation, c'est-à-dire qu'on n'a que des gris et de l'obscurité, on est dans au contraire, on noie les différences, on rassemble les différences. Donc deux grandes forces qui vont organiser le zodiaque, liées à l'astronomie, à l'analyse symbolique de la nature astronomique. La force de jour qui va émerger en bélier et la force de nuit qui va émerger en balance. Balance, début de l'équinoxe d'automne, les nuits deviennent plus longues que les jours. Donc entre le bélier et la balance, vous avez croissance de la force d'individuation, et entre la balance et le bélier, croissance de la force de collectivisation. En bélier, c'est le début de la nouvelle vie qui commence, qui sort de terre. Donc les personnes marquées par le bélier seront en connexion directe avec cette vitalité. Donc ce seront des âmes semences. Ce sont des gens dont l'objectif, le sens de leur vie, ce sera de donner de nouvelles impulsions, de défricher de nouveaux chemins, d'aller vers de nouveaux territoires, de conquérir de nouveaux marchés, de nouvelles philosophies, de nouvelles manières d'être, ou simplement de faire le tour du monde. Il y a ce désir chez le bélier, vous sentez bien que comme le soleil émerge, il y a une fascination pour la puissance de vie qui est derrière, il y a une fascination pour sa propre conviction intérieure, et son grand sens sera de mettre en terre ces nouvelles semences de sens dont il est porteur. Descartes était bélier, il y avait beaucoup de choses en bélier, donc il a mis en terre un sens pour tout le XVIIIe et le XIXe siècle. Le signe suivant, le taureau. Le taureau, lui, c'est l'enracinement. Une fois qu'on a mis en lumière la semence, évidemment, il va falloir la faire fructifier. Donc ça va être le travail du taureau, qui est en relation avec le sens du travail bien fait, avec le sens de l'œuvre, avec les matières, avec le sens du toucher, avec l'importance du corps, tout ce qui renvoie à la maturation, à la lente maturation dans la densité de soi-même pour matérialiser les pensées semences nées en bélier, nées dans le signe précédent. Pour vous donner un exemple, Karl Marx était marqué par le taureau. Le chantre du matérialisme et des rapports de production était marqué par ce signe. Alors il était ascendant Verseau, qui est le signe de la Révolution, donc vous voyez bien simplement que le taureau ascendant Verseau, ça donne, on veut changer le monde, ça c'est le grand combat du Verseau, on va le voir, mais au nom de valeurs tauriennes, au nom de valeurs du matérialisme dialectique.
Je vous prends des gens connus parce que c'est plus facile, mais évidemment, tous les niveaux de lecture ont fonctionné. Tous les taureaux ne sont pas Marx, mais tous les taureaux, par contre, vont être interpellés par la construction de l'œuvre, la densification du réel, le besoin de s'ancrer dans un territoire, les rapports marchands, l'importance de l'argent, de la matière, de la possession, etc. Les Gémeaux, une fois que la semence de sens s'est incarnée dans des choses concrètes, l'idée s'est incarnée dans des valeurs concrètes, elle va chercher à se diffuser. Pour prendre la métaphore végétale, la semence bélier s'enracine dans la terre Gémeaux et sort ses premières petites radicules et feuilles dans la phase Gémeaux d'évolution de notre cycle intérieur. Donc le Gémeaux, lui, il est fasciné par un truc qui s'appelle la connaissance, et il ne désire quel truc, c'est d'avoir encore plus de connaissances, au sens intellectuel et au sens relationnel. Donc le Gémeaux, c'est une espèce de nomade intellectuel qui a cette avidité à apprendre, à connaître et à rencontrer des gens, à aller dans des conférences, à lire des livres, à avoir 3 téléphones portables parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un m'appelle, etc. Donc, dispersion de l'information et riche moisson d'informations qu'il va chercher à mettre en place. Et c'est grâce à ça qu'il va se construire. Donc, ce qui est juste pour un Gémeaux ne sera pas pour un Taureau. Le Taureau, lui, c'est produire une œuvre. Le Gémeaux, lui, c'est diffuser l'œuvre. Chacun a sa fonction, et chaque fonction est évidemment légitime. Alors, pour vous donner un exemple historique, Kissinger était Gémeaux, si vous vous souvenez de sa politique au Moyen-Orient. Bush, pas George Bush, mais le père, premier président de Bush aux États-Unis, était Gémeaux. Si vous vous souvenez comment il a organisé la première guerre du Golfe, il a téléphoné, il a pris son téléphone, il a téléphoné à tous les chefs d'État du monde et il leur a dit voilà, on va faire un truc, et tout le monde s'est mis d'accord. Donc le Gémeaux, il pense qu'en mettant tout le monde dans le même sac, en agitant, il va toujours en sortir quelque chose de bon. Donc ça, son truc, c'est le dialogue, c'est la communication, c'est l'échange, etc. C'est Mercure que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, l'étape suivante de l'évolution du grand cycle de la vie, ce sera le cancer. Alors, pour reprendre la métaphore végétale, lorsque la plante... lorsque la semence, la crucifixion de la semence, le bélier, c'est-à-dire comment faire sortir la vie de sa gangue. Ça, c'est le grand travail. Traverser la mort pour faire sortir la vie de sa gangue. Ça, c'est le grand travail du bélier. Le racinement en taureau, l'élargissement, la communication en gémeaux. Le cancer, il va recentrer, vous voyez d'ailleurs sur le signe qui ressemble à un œuf, il va recentrer cette richesse d'informations pour la rendre sensible, pour la faire sienne. Donc période d'ouverture à la sensibilité, période de naissance du sujet en réalité. Les 3 premiers signes sont dans... Le bélier croit qu'en agissant tout est possible, le gémeaux il croit que le taureau il croit que la réalité est matérielle, et les gémeaux ils croient qu'en expliquant tout est possible. Donc le cancer il va abandonner ces illusions-là tout en gardant, tout en essayant de rendre la riche moisson des gémeaux sensible et donc apprendre à répondre à ses propres besoins. Donc phase d'intériorisation, phase de naissance du sujet. Le cancer est lié au mythe de Narcisse, est lié à l'ouverture à soi-même, à la descente dans soi-même. Vous avez un très bel exemple de cancer, c'est Proust. Vous savez que Proust avait fait capitonner sa chambre de Liège. Il avait reconstruit l'utérus maternel d'une certaine manière pour écrire. Et c'est en allant au fond de sa propre sensibilité, de sa propre spécificité, qu'il est devenu universel. Ces livres sont traduits aujourd'hui en 35 ou 37 langues. Donc le travail du cancer, c'est aller au fond de sa propre subjectivité, de sa propre nature de sujet, pour atteindre à l'universel. Le lion, alors vous voyez que tout ce qui a été maturé en cancer va s'exprimer en lion, dans le signe du lion. Donc le lion va être le signe, évidemment, du rayonnement personnel, de l'affirmation de soi, de l'individualisme, du sens de l'honneur, du sens des valeurs, etc.
avec néanmoins une forte identification de la conscience au pelage, c'est-à-dire à l'identité, à l'image qu'on donne de soi. Donc le lion va simplement extérioriser la riche sensibilité du cancer. Comme lion, vous avez Napoléon, si on veut donner un exemple, qui évidemment, à 30 ans, Napoléon a pris la couronne des mains du pape et se l'est mise sur sa propre tête pour se faire couronner. Donc vous imaginez le type de conscience de soi qu'il faut avoir pour faire un acte comme ça. Et il était général à 22 ans. Donc, voilà. Donc c'est la toute-puissance de la personnalité. Général de brigade, pas général d'armée. La Vierge, eh bien, elle va corriger les excès du lion, c'est-à-dire après avoir vécu le sentiment de supériorité ou de toute-puissance du moi dans le lion, moi qui est né en cancer, la Vierge va chercher la perfection du monde. C'est-à-dire elle va chercher à corriger tous les excès du signe précédent. Donc l'objectif ou l'idéal de la Vierge, c'est de créer un coin de perfection là où elle habite. Et là où elle habite, c'est avant tout son propre habitacle, son propre corps. Donc importance de l'hygiène, importance de l'alimentation, importance de la perfection du geste, importance de l'épure, importance de la logique, de la rationalité également. Donc on va chercher en Vierge à être parfaite, avec plein de guillemets. Et puis le fait d'être... Vous voyez, donc les 6 premiers signes sont des signes de construction de l'homme. Construction parce que je pars sur une idée semence, je la mets dans mon corps, je la diffuse, j'y deviens sensible, je l'affirme et je la peaufine. À partir de la balance, la force de nuit va devenir de plus en plus importante. Donc la balance est aussi un signe d'équilibre, ou plus exactement de déséquilibre, ou plus exactement de conscience du déséquilibre entre le jour et la nuit, entre l'individualisme et le collectivisme. Donc la balance a toujours peur d'être trop égoïste, c'est-à-dire d'être encore dans ces 6 premiers signes, et son grand rêve, c'est d'harmoniser, de s'harmoniser avec le monde. Alors il y a plusieurs possibilités, de s'harmoniser en étant une extraordinaire médiatrice de groupe, donner la parole à tout le monde, être à l'écoute, savoir ce qu'il faut dire quand il faut le dire. Elle va aussi pouvoir harmoniser des notes de musique, donc elle sera mélomane. Elle va harmoniser des couleurs, elle va être une excellente décoratrice d'intérieur, etc. Il y a plein de manières d'harmoniser le système. Mais l'idée, l'archétype qui est derrière la balance, c'est je cherche l'harmonie. Vous voyez bien que quand on cherche l'harmonie, on va être à la fois fasciné et effrayé par le bélier qui, lui, cherche à tracer de nouveaux chemins. Car pour tracer un nouveau chemin dans la jungle, il faut non pas chercher l'harmonie, mais sortir le bulldozer et y aller franco. Chacun son truc. Donc chaque signe est fasciné évidemment par les signes opposés qui représentent la force qui lui manque. C'est son ombre en fait, au sens jungien. C'est-à-dire c'est la force qui lui fait peur et qui lui manque pour accomplir pleinement son œuvre. On n'a pas le temps de développer ça, mais on peut comprendre chaque signe par rapport au signe. Donc en balance, on apprend à vivre ensemble, pour simplifier. Une fois qu'on a appris à vivre ensemble, alors l'importance du vêtement, évidemment, parce que quand on vit ensemble, c'est important de se comparer, et aussi important que ce qu'on est. Donc les maquillages, l'esthétique, tout ça, c'est des thématiques balance. Mais ensuite vient le scorpion. Le scorpion nous dit la chose suivante, c'est très bien de vivre ensemble. La balance a fait un boulot remarquable. Mais qu'est-ce qui se passe dès qu'on vit ensemble? On n'est pas 2, on est 4. Autrement dit, il y a toi, il y a moi, il y a ton inconscient, il y a mon inconscient. Donc tout ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc il faut apprendre à gérer ça et à devenir conscient de ça. Donc le scorpion, son boulot, ça va être de mettre en lumière les grandes énergies qui gèrent les non-dits, l'inconscient collectif, bref, tout ce rapport au secret et au mystère. Alors, évidemment, dans notre culture, les 3 grandes énergies qui gèrent les rapports de groupe, c'est l'argent et la sexualité et les rapports de pouvoir.
Donc ça va être les trois grandes thématiques que le Scorpion va explorer. Mais il peut être aussi intéressé par l'ésotérisme. Pourquoi? Parce que l'ésotérisme, c'est la science des énergies, des mondes invisibles, etc. Un exemple de Scorpion, Freud. Freud il était ascendant Scorpion, il a évidemment développé la psychanalyse, qui est la mise en lumière des motivations inconscientes qui organisent la vie humaine. D'autres exemples, Delacroix, Paul Valéry, c'est-à-dire beaucoup de gens qui ont travaillé sur le mythe de Faust, hein, qui a été marqué par Goethe, avait un ascendant Scorpion également, avec ces deux Faust. Alors, une fois qu'on a développé le Scorpion, on passe en Sagittaire. Alors, le Sagittaire, il dit, ok, le Scorpion, tu as fait ton boulot, tu as exploré le monde invisible, mais peut-être qu'il faut y mettre des lois, il faut y mettre de l'organisation, il faut y mettre du sens. Tout ça, c'est pas un gros pataquès qu'il faut simplement mettre en lumière. Tout ça, c'est organisé par des lois. Donc, le Sagittaire, lui, sa quête, ça va être la quête de sens. Sa fonction, ça va être la philosophie, c'est-à-dire ça va être de révéler le sens alors comme Hegel, qui était Sagittaire, ou comme Leibniz aussi, qui était Sagittaire, donc de donner du sens à nos représentations. Mais à un niveau moins philosophique, le Sagittaire, c'est le chef d'entreprise, c'est-à-dire c'est celui qui permet à plein de gens de travailler ensemble, donc il utilise la qualité du Scorpion, qui est la sensibilité aux énergies du groupe, pour produire une œuvre. Une œuvre, c'est toujours une usine qui fait des bouteilles. La bouteille, c'est quelque chose de signifiant, même si c'est un objet matériel. Donc le Sagittaire, il est dans la production, ou alors il est dans la dimension plus philosophique, si l'orientation est plus intellectuelle, ou dans la quête spirituelle. Et puis, une fois qu'on a bien exploré le monde du sens, l'idée c'est de le structurer. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de faire de la philosophie ou de faire de la production entrepreneuriale. Tout ça va naître le sentiment de responsabilité, va naître quelle est la place de l'homme là-dedans, va naître le sens du devoir, etc. Donc, le Capricorne, lui, il commence à prendre le monde sur ses épaules et à se sentir responsable du système. Où est-ce qu'il faut mettre des limites? Saturne, lié au Capricorne, que j'évoquais en introduction. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il faut mettre des limites et quand est-ce qu'il faut dire oui et quand est-ce qu'il faut dire non. Donc tout ça, c'est le rapport à l'État. Lorsqu'une société s'est structurée autour d'une production, il faut un système, on va dire, qui pose la loi et qui dit là c'est le moment d'affiner et là c'est le moment d'arrêter pour ne pas détruire la planète. Donc on est dans ce système étatique, on est dans le rapport à la loi, on est dans le rapport à l'autorité, on est dans le rapport à la responsabilité en Capricorne. Pour vous donner deux exemples politiques, on est dans le politique en fait avec le Capricorne. Deux exemples, Nixon était Capricorne et Mao Tse-tung était Capricorne. Ils ont poussé l'humour du Capricorne à édicter de nouvelles tables de la loi en mettant en place une nouvelle manière de faire de l'économie avec Nixon. Vous savez que tout le néolibéralisme est né de ces époques-là. Et évidemment, Mao Tse-tung a aussi posé d'autres tables de la loi avec le petit livre rouge. Donc ces Capricornes, c'est comment poser la règle. Le Verseau, lui, commence à étouffer dans la règle que le Capricorne a si gentiment posée pour organiser les grandes visions philosophiques du Sagittaire. Donc, la mission du Verseau, ça va être de renverser la règle du Capricorne. Donc vous avez des révolutionnaires, Che Guevara, Gémeaux, ascendant Verseau. Vous avez ce désir du Verseau de ne pas faire comme tout le monde et d'apporter de la nouveauté, de bousculer tous les systèmes d'autorité. Donc c'est le grand novateur qui va apporter des idées nouvelles, mais c'est aussi celui qui va se mettre au service du social. Il y a un côté très, comment dirais-je, conscience de groupe chez le Verseau. Mais pas conscience de groupe au sens Sagittaire. Le Sagittaire, lui, c'est le maire, hein, il va serrer la paluche à tout le monde en disant « Comment tu vas ? Bonjour, je suis content de te voir, etc. » Le Verseau, non, lui, il va essayer de réunir l'âme des gens, c'est-à-dire ce qui dans l'invisible les anime et ce qui va leur permettre de trouver leur unicité et leur différence.
Le Verseau, c'est un introverti qui fait de l'extraversion. C'est quelqu'un qui est conscient de l'importance du groupe, mais qui se sent très différent au sein du groupe et vit toujours une forme de solitude. Comment il s'appelle? Barack Obama, les Verseaux. Vous voyez, c'est à la fois, il est dans une espèce de générosité intellectuelle, et en même temps, on se sent seul dans cette mission. C'est ça le paradoxe du Verseau. En plus de bouleverser évidemment tous les statu quo qui ont été mis en place par le Capricorne. Et on arrive enfin au Poisson, la fonction du Poisson, c'est de rendre sensibles les idées intellectuelles du Verseau. Le Poisson, c'est le signe mystique par excellence. Alors quand je dis mystique, tous les Poissons ne sont pas des mystiques, évidemment. Ça se saurait sinon. Mais c'est une sensibilité, c'est une hypersensibilité psychique. C'est-à-dire, pour un Poisson, Sirius peut lui parler, et lorsqu'une feuille tombe de l'autre côté de la planète d'un arbre, il peut le ressentir. Ce sont évidemment des images, mais il a cette... il peut être visionnaire, il peut être un peu prophétique, c'est-à-dire il est dans cette sensibilité profonde aux grandes énergies qui entourent la planète, au monde du sens. Et donc, paradoxalement, on a des Poissons qui sont informaticiens, parce qu'ils essaient de mettre de l'ordre dans ce chaos intérieur, et on a aussi des mystiques comme Thérèse d'Avila, elle était bélier, mais elle avait beaucoup de Poissons dans son temps. Donc, que nous raconte le Zodiaque? Il nous raconte une histoire de vie qui part de la conscience d'un moment semence, d'une étincelle de vie qui va s'enraciner dans la matière, se diffuser autour de soi avec une kyrielle d'informations. Comment cette étincelle de vie va se personnaliser, Cancer, s'affirmer en Lion, se peaufiner en Vierge, entrer en relation avec d'autres étincelles, d'autres élans semences, d'autres personnes en Balance. Comment toutes ces énergies de la vie ensemble vont être gérées, c'est le boulot du Scorpion. Comment tout ça va prendre du sens, c'est le boulot du Sagittaire. Comment ce sens va être organisé en lois, c'est le boulot du Capricorne. Comment ces lois vont être transformées, c'est le boulot du Verseau. Et comment cette énergie va être universalisée, c'est le boulot du Poisson. Donc vous voyez que le Zodiaque raconte une logique de sens en réalité. C'est simplement ça que je voulais vous montrer. Puis au passage, si vous y êtes retrouvés, j'en suis ravi. Voilà. Je crois que je vais conclure là-dessus parce que ça fait un moment que je parle. Donc simplement pour dire 3 mots sur pourquoi faire l'astrologie. Ouvrir notre sensibilité au monde du sens, outil de connaissance de soi et accord avec ses propres rythmes et en même temps toute cette dimension philosophique que j'ai tenté de vous transmettre ce matin. Je vous remercie beaucoup. Bien, je pense que nous avons fait un grand voyage. Je voyais sur les visages des interrogations. Certains acquiescent, d'autres se remettent en question, d'autres disent c'est pas possible. Alors, peut-être que pour compléter le tout, si tu l'admets, quelques questions quand même. Bien sûr. Voilà. Alors, qui va se lancer le premier? Une main se lève? En voilà une. Bonjour. Voilà, tout à l'heure, vous aviez parlé du fait que chacun, quand il se reconnaît dans son signe astrologique, il est fait pour être dans une certaine maison. Vous avez parlé de maison tout à l'heure. Donc j'aimerais savoir comment avoir la certitude et la définition de ce que c'est la maison dans laquelle on peut se reconnaître. Quels sont les éléments qui permettent de dire, voilà, moi je suis dans cette catégorie-là plutôt que l'autre? Ça, il faut monter le thème astrologique, c'est-à-dire, c'est donné par le thème astrologique. C'est-à-dire, comment vous dire, je ne sais pas de quel signe vous êtes. Vierge. Vous êtes de la Vierge. Donc ça veut dire que vous avez le soleil en Vierge. Donc il y a ce désir de perfection, ce désir de connaissances précises, ce désir de pureté, etc. Mais ce désir vierge va s'exprimer dans une maison particulière. Et ça dépend de votre heure de naissance.
Si vous êtes né à 6 h du matin, vous avez le soleil en première maison. Si vous êtes né à 6 h du soir, vous avez le soleil en maison 7. Donc première maison, c'est je veux être parfaite dans mon expression personnelle. Le soleil en maison 7, je veux être parfaite dans la relation à l'autre. Mais pour ça, pour le savoir, il faut monter le thème astrologique. En fait. Je ne peux pas vous le dire comme ça. Bien, merci. Deuxième question. Vous avez évoqué la lune noire, les nœuds de la lune, très rapidement. Bon, il est question peut-être pour moi d'astrologie karmique. Est-ce que vous avez approché cette astrologie-là, si vous pouvez l'intégrer dans votre exposé? Bien sûr. Alors, ce serait faire une autre conférence, mais je vais essayer de répondre rapidement. J'ai publié un livre sur la lune noire, notamment, où il est aussi question des nœuds de la lune. En astrologie, alors qu'est-ce qu'on entend par astrologie karmique? C'est simplement sur le thème natal nous permettant de voir les vieilles mémoires, entre guillemets liées aux vieilles incarnations, qui nous habitent. Autrement, mais en termes psychologiques, quels sont les schémas répétitifs qu'on met en place dans sa vie lorsqu'on est conditionné par des mémoires de souffrance qu'on n'a pas forcément vécu dans cette vie, mais qui sont soit transgénérationnelles, qui ont été vécues par des parents, des arrière-grands-parents, soit qu'on a récupéré au moment de notre naissance parce qu'il y avait une grosse cochonnerie qui était là au moment où on est né et on l'a récupéré. Soit on l'a vécu dans une vie antérieure. On ne peut pas comment dirais-je, savoir laquelle des hypothèses est la plus juste, aujourd'hui en tout cas. Donc l'astrologie karmique, il y a 3 éléments importants. Il y a la lune noire, effectivement, il y a les nœuds de la lune et il y a les planètes rétrogrades. Et ces 3 facteurs astrologiques font ressurgir les vieilles mémoires dans le présent. Donc le fait de les analyser sur un thème nous permet de comprendre quels sont les schémas répétitifs, donc ça c'est la lune noire, qu'est-ce qu'on essaie de transformer, ça c'est les planètes rétrogrades, et quel est le prochain pas à accomplir dans sa vie en s'appuyant sur les facilités du passé, ça c'est l'axe des nœuds. Donc le nord, le sud. Le sud indiquant le karma et le nord indiquant le dharma. La 3e question, là. Bonjour. 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 Voilà, moi j'ai eu la chance de voir une conférencière, une homologue, en 2008, qui avait parlé de cette crise qui arrivait, qui est constante, hein, on peut la regarder, et elle avait dit des choses extrêmement intéressantes que je ne vais pas redire. Elle avait parlé du déclin de notre civilisation. Elle disait qu'on en avait encore pour des centaines d'années, que malheureusement, on ne verrait pas. Je ne vais pas évoquer ça, j'en viens surtout au fait. Elle disait que 2017 serait le début de cette atrocité qu'on vit quand même actuellement. Vous pouvez nous dire quelque chose? Oui, je peux vous dire quelques mots. Alors, d'un point de vue astrologique, je ne vous ai pas parlé de ça, mais on peut faire ce qu'on appelle l'astrologie mondiale, c'est-à-dire qu'on considère que l'humanité est une entité, hein, comme l'individu est une entité, et donc regarder les grands cycles astrologiques et donc du coup comprendre l'histoire. Et si on comprend l'histoire, on comprend le présent, et si on comprend le présent, on peut avoir des idées sur le futur, puisque les planètes continuent à tourner. Et donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que d'un point de vue astrologique, on est à peu près, je ne suis pas ces détails techniques, mais on est à peu près dans la même situation astrologique que dans les années 30. Et la crise de 2008 correspondait à l'opposition Saturne-Uranus qui était un peu particulière, mais surtout aujourd'hui, on rentre en crise entre 2012 et 2016. Donc la crise économique mondiale dont on parle aujourd'hui ne fait que commencer. Elle ne va pas s'arrêter demain, en 2013 ou en 2014. Elle va s'accentuer jusqu'en 2014 et s'arrêter, enfin arriver à sa fin en 2016-2017. Donc, pour des raisons astrologiques très précises, hein, que je ne peux pas déployer ici, bien sûr.
Et on commencera à aller, disons, on retrouvera une vitesse de croisière à partir de 2021 et surtout 2026 en termes de croissance. Donc ces phases entre 2012 et 2016-2021 est une phase de transformation radicale de notre culture et de notre société. On le voit évidemment, mais c'est intéressant d'avoir quelques dates pour préciser ce schéma. Alors c'est carré Uranus-Pluton pour ceux qui font de l'astrologie. Et donc symboliquement, c'est quoi? C'est une lutte entre les forces de liberté et les forces de toute puissance. Le carré est une période de crise, hein, je l'évoquais tout à l'heure. Donc au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que les forces de la plutocratie, c'est-à-dire les forces financières, cherchent à imposer leur valeur à Uranus, qui est l'esprit de liberté. Et on est dans un combat entre les révolutions, la démocratie, les forces de liberté, les forces d'indépendance, le besoin que chacun trouve sa place, donc ça c'est Uranus, contre les forces qui tentent à prendre le contrôle et qui veulent un système unique, mondialisé, sur lequel elles auraient le pouvoir. On le voit assez bien aujourd'hui dans le système Internet. Internet est né en 60, les premiers liens, les premières machines informatiques sont nées dans les années 60, enfin en tout cas à grande échelle, conjonction Uranus-Pluton, donc mise en place de l'informatique. Et au moment du carré, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des États et des organisations qui essaient de reprendre le pouvoir sur l'immense liberté qu'a octroyé Internet au monde. Donc on est vraiment dans ce conflit entre les forces de liberté et les forces de pouvoir, en rapport avec l'argent, etc. Quatrième question. C'est quelle différence entre les deux signes, par exemple Sagittaire, descendance X. Alors, je ne comprends pas le mot descendance. Attendez, moi je ne comprends pas votre question. Bon, oui. Alors, il y a le signe, mais supposons Sagittaire. Sagittaire. Le Sagittaire. Oui. Sagittaire, bon. Et ascendant Sagittaire. Et alors, et après, il y a l'ascendance. Oui, oui. D'accord. Mais là, quelle est la différence entre les deux? D'accord. Alors, on peut effectivement soit naître au mois de novembre-décembre, c'est-à-dire avoir un soleil dans le signe du Sagittaire, mais on peut aussi avoir un ascendant dans le signe du Sagittaire, et je vous disais que l'ascendant dépend de l'heure de la naissance. Donc toutes les 24 heures, l'ascendant, il passe dans tous les signes. Donc il reste en moyenne 2 heures par signe, donc si vous êtes mis à l'heure qu'il faut, vous pouvez être ascendant Sagittaire. Quelle est la différence entre un soleil Sagittaire et un ascendant Sagittaire? Le soleil, pour un soleil, l'énergie est acquise. Pour un ascendant, l'énergie est à acquérir. L'énergie du signe est à acquérir. Donc très concrètement, ça veut dire qu'un soleil Sagittaire il sera plus à l'aise dans sa fonction de chef d'entreprise, dans sa fonction de faire fonctionner un groupe, dans sa fonction d'intégration sociale pour faire fructifier une production collective, ou dans on va dire, le fait de défendre des idées, d'être un militant pour changer le monde d'un point de vue philosophique. Alors que l'ascendant va essayer d'acquérir ces idées-là. Donc lui, l'ascendant Sagittaire, il va rêver de faire le tour du monde. Pourquoi? Parce que le soleil Sagittaire, il connaît bien les gens, il sait qui c'est, il a le sens il a l'amour de l'humain. L'ascendant Sagittaire va explorer les différentes cultures, va essayer de connaître les gens en faisant le tour du monde. Donc il va chercher à intégrer ce que c'est. L'ascendant Sagittaire va s'intéresser à la philosophie, mais pour aller en Inde, faire expérimenter des voyages spirituels, etc. Le soleil Sagittaire, il n'a pas besoin, il connaît déjà tout ça. Donc il va le faire fructifier là où il est. Donc la différence, c'est qu'un soleil va utiliser les énergies du signe, et un ascendant va naître à ses qualités particulières du signe. Vous voyez la différence? Un soleil cancer va se sentir à l'aise avec le foyer, la famille, les enfants, que sais-je encore. Un ascendant cancer, il va se demander, est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais fonder une famille? C'est un titi, mais il ne sait pas comment faire. Donc l'ascendant, on cherche à intégrer l'énergie du signe, à naître grâce à ce vécu du signe-là,
alors que le soleil, on va le déployer et en montrer les qualités et parfois aussi les défauts au monde. Donc on exprime le soleil et on est à l'ascendant. Effectivement, c'est différent. J'ai répondu à votre question. Non. J'ai répondu à votre question. Oui, apparemment, je vois une contradiction Oui. entre les deux signes. Bon, la première question. Et la deuxième, si Sagittaire et ascendant Sagittaire, Oui. Si c'est le même signe. Oui. Ah ben on redouble. Sagittaire, ascendant Sagittaire, Oui. ça se complète ou c'est le même signe? Sagittaire, ascendant. Dans le sens contraire, il y a un paradoxe. Ouais, c'est-à-dire, bon, vous pouvez être Sagittaire et puis avoir n'importe quel ascendant. Mais vous pouvez aussi être Sagittaire, ascendant Sagittaire. Donc, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, ça veut dire que lorsqu'un signe est redoublé, on appelle ça un signe redoublé, Bélier, ascendant Bélier, Taureau, ascendant Taureau, etc. On vit le signe opposé, qui ici est le Gémeaux. Donc, un Sagittaire, ascendant Sagittaire va avoir un peu une typologie Gémeaux, c'est-à-dire il va être curieux de tout, vouloir apprendre, etc., comme les Gémeaux. Et en même temps, il y a un excès de Sagittaire, on va dire. Donc, il y a un côté, on met beaucoup de choses dans le collectif, dans le social, dans les groupes, dans le fait d'avoir des pots entre amis, etc. Parce qu'on se sent un peu missionné et le héros du collectif. Donc l'idée, c'est de raffiner l'énergie du Sagittaire. On dit parfois qu'on redouble, c'est-à-dire qu'on a été déjà Sagittaire dans une vie antérieure et qu'on va recommencer pour revivre l'énergie de partage d'une manière plus humaine et moins fanatique, entre guillemets. Il peut y avoir cette notion de Sagittaire. On peut redoubler dans tous les signes. On peut redoubler dans tous les signes, absolument. 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 Une autre question, si s'il vous plaît. Oui. C'était ma question pour Bélier, ascendant Bélier. Oui. C'était la même question. Ben voilà. Donc Bélier, ascendant Bélier, c'est la balance qui va réagir en face. Donc la difficulté du Bélier, ascendant Bélier, ce sera d'obéir, d'écouter sa propre conviction intérieure sans se laisser influencer par les autres. Et alors, dans un couple, par exemple, est-ce qu'il est bon qu'un bélier prenne une balance? Ça va plutôt marcher ou plutôt pas marcher? Ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre relation de couple. D'accord. Les signes opposés sont des signes d'opposition, je vous le disais, sont des signes de prise de conscience. Donc ce sont des opposés qui sont compléments. Donc une relation de couple fondée sur des signes opposés est très intéressante du point de vue de l'évolution intérieure et de la prise de conscience de qui on est. Parce que l'autre nous montre exactement ce qui nous effraie le plus, ce qui nous fascine et qui nous effraie le plus. Donc du coup, si on est dans la logique du niveau individuel et non pas du niveau socioculturel, l'autre nous montre, nous exprime en miroir ce qu'on peut apprendre pour être plus complet soi-même. Mais si on est dans la logique socioculturelle, on sera sûr d'avoir raison et donc on va entrer en combat avec l'autre. Donc tout dépend de comment on voit les choses. Je pense de pouvoir limiter les questions. Je vois que... Je voulais savoir, voilà, je suis passionnée d'astrologie et je voudrais, si je peux en faire mon métier, donc je voulais savoir s'il existait une école que vous ayez fondée vous-même. Non, je n'ai pas fondé d'école, je donne des séminaires, mais je n'ai pas vraiment de... Voilà. Mais il existe des écoles, mais je ne les connais pas suffisamment pour vous conseiller. Donc, mais il en existe. À Paris, il y a Catherine Gesta qui est une école, il y a, je crois qu'à Montpellier, il y a quelqu'un qui fait de l'astrologie conditionnaliste aussi. Enfin, c'est un peu compliqué le milieu astrologique, mais enfin, il existe des écoles. Mais moi, j'en ai pas.
j'en ai pas sous le cabas. Comment expliquer que deux jumelles qui sont donc nées en même temps sont complètement différentes au point de vue caractère, au point de vue évolution de vie, qui n'ont pas eu la même destinée, et vraiment différentes à deux points de vue? Oui. Alors, c'est une bonne question, comme on dit, je vous remercie de l'avoir posée. Il faudrait. Est-ce qu'elles ont le même ascendant? Alors, oui, alors, il y a toujours au moins 10 minutes de différence. Donc c'est possible que, par exemple, à 10 minutes près, l'ascendant peut changer de signe. Donc il faudrait vérifier, ça peut faire une grosse différence, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, ce qui se passe, c'est que... Alors, les raisons pour lesquelles, j'en sais rien, mais ce qui se passe, c'est que sur un thème, les jumeaux et les jumelles ont besoin de se différencier pour exister. Donc, il y en a une qui va plus vivre une partie de son thème et l'autre plus vivre une autre partie de son thème pour défusionner, en réalité, de la condition gémellaire. Donc on peut probablement l'expliquer comme ça. Mais après, il faut regarder spécifiquement comment ça se passe. Oui. Ben, c'est compliqué hein, en termes de positionnement. Alors les jumeaux, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais dans la mythologie, on a 3 rapports gémellaires. Il y a les jumeaux qui sont fusionnels, il y a les jumeaux, donc les jumeaux fraternels, il y a les jumeaux qui se combattent l'un l'autre, et puis il y a les jumeaux comme Héraclès et Hercule qui sont dans la différence l'un par rapport à l'autre. Donc c'est une structure archétypale, la gémellité. Et après, comment vivre ça dans la vie quotidienne, c'est pas forcément facile. Donc, mais je pense que la différence, c'est vraiment un besoin de se différencier l'un de l'autre. Donc, certains peuvent choisir de vivre plus, je ne sais pas quoi, le soleil, l'autre son ascendant, par exemple. Il y a une question de survie. C'est plus qu'une question de volonté, c'est une question de nécessité. Si je veux exister, j'ai besoin d'être différent de ma sœur. Donc c'est plutôt du viscéral, au fond, qui est déclaré. Et après, il y a tout le rapport de compétition par rapport aux parents, etc. Donc Voilà, ce sera la dernière question. Un de vos homologues astrologues, il y a quelques décennies, M. Jean Rignac, avait émis l'hypothèse qu'il existait un 13e signe, le signe du serpentaire, entre le Scorpion et le Sagittaire, je crois. Quel est votre avis sur cette hypothèse? Mon avis, c'est que c'est un serpent de mer, et que il n'a pas beaucoup de sens. Simplement, si on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le zodiaque, c'est une division par 12 de la rotation de la Terre autour du Soleil. On n'est plus dans une pensée des constellations. Donc effectivement, si on regarde le ciel des constellations, sur des étoiles qui sont derrière la trajectoire apparente du Soleil, on a la constellation du Scorpion, et puis à côté on a la constellation du Serpentaire, et à côté on a la constellation du Sagittaire. Mais ça, c'est dans la logique des étoiles fixes. Et ça n'a rien à voir avec le zodiaque. Donc introduire un 13e cycle, un 13e signe, pardon,